La pluie d'automne tambourinait contre les vitres de notre maison individuelle à Wiesbaden quand j'ai ouvert le portable d'Elga. Après 34 ans de mariage, c'était un geste banal, je voulais simplement vérifier la météo pour notre randonnée à vélo prévue ce week-end. Je connaissais ces mots de passe depuis des années, rien d'inhabituel pour un couple de notre âge. L'écran s'est allumé, et une fenêtre WhatsApp web ouverte est apparue. Mon regard s'est arrêté sur un nom, Lucas N., le professeur particulier de notre petit-fils Félix. Sans réfléchir, j'ai fait défiler vers le haut. Ma main a commencé à trembler en lisant le message qu'Elga avait envoyé il y a 2 heures, aujourd'hui, 15 heures comme d'habitude. Bernard est à son club d'échecs jusqu'à au moins 18 heures. Puis j'ai vu la photo. Elga, ma femme de 62 ans, dans une pose qui a glacé mon sang. Elle portait le nouveau chemisier que nous avions acheté ensemble la semaine dernière. Son sourire était différent, juvénile, coquet, une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Et la réponse de Lucas, j'ai hâte. J'apporte le vin que tu aimes tant. Mes doigts se sont engourdis. La pièce a semblé tourner. J'ai continué à cliquer, à lire message après message, tandis que ma respiration devenait superficielle et qu'un battement sourd commençait dans mes tempes. La conversation s'étendait sur des semaines. Des mots tendres, des rendez-vous, des allusions à des moments partagés dans notre maison ou dans notre lit. Avec toi, je me sens de nouveau vivante, Lucas. Avec Bernard, ce n'est plus que de la routine. Ces mots se sont gravés dans ma conscience comme un fer rouge. J'ai continué à faire défiler et j'ai trouvé une vidéo. Avec des doigts tremblants, j'ai cliqué sur lecture. Le rire d'Elga a empli la pièce, un rire que je n'avais pas entendu depuis des années. La caméra a pivoté, et je les ai vus tous les deux dans notre jardin d'hiver, des verres de vin à la main. À nous, a dit Lucas, un homme qui était assez jeune pour être notre fils. La façon dont il se regardait, je n'ai pas pu continuer à regarder. Dehors, la pluie s'intensifiait. Le tic-tac du vieux coucou dans le couloir, un héritage de mon père, résonnait dans la maison vide. Chaque coup, un coup de marteau sur mon cœur. J'ai fermé le portable et j'ai fixé mes mains. Ces mains qui avaient travaillé dur pendant des décennies pour nourrir notre famille. Qui avaient caressé, réconforté et tenu Elga. Qui maintenant reposait, sans force, sur mes genoux. Mon smartphone a vibré. Un message de Wolfgang du club d'échecs, Bernard, tu viens aujourd'hui ? On t'attend. Le club d'échecs. Les seules 2 heures par semaine qui n'appartenaient qu'à moi. Le créneau d'Elga pour ça quoi ? Liaison ? Le mot avait un goût amer dans mes pensées. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rouvert le portable et j'ai continué à lire. À chaque mot, à chaque message, la façade de notre vie commune s'effritait. 34 ans de mariage, 2 enfants adultes, 3 petits-enfants, une maison construite ensemble, tout cela semblait soudainement être une illusion. Le téléphone a sonné. Le nom d'Elga sur l'écran. Je l'ai fixé, incapable de répondre. Après la 5e sonnerie, il s'est tu. 1 minute plus tard, un WhatsApp est arrivé, Bernard, tout va bien ? Tu n'es pas aux échecs ? Mes doigts ont tapé comme d'eux-mêmes, je suis à la maison. Il faut qu'on parle. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, il s'est passé quelque chose ? Je suis en train de faire les courses, j'en ai encore pour 1 heure. Un mensonge. Un mensonge de plus parmi les innombrables qu'elle m'avait raconté ces dernières semaines, ou était-ce des mois. Je sais où tu es, Elga. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai éteint le téléphone. Le silence dans la maison est devenu insupportable. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé notre jardin de devant bien entretenu. Le vent d'automne faisait tourbillonner les feuilles multicolores. Depuis combien de temps n'avais-je pas vraiment regardé ? Depuis combien de temps n'avais-je pas vraiment écouté quand Elga parlait ? Quand avions-nous cessé de vraiment nous voir ? J'ai attrapé le téléphone, je l'ai rallumé et j'ai composé un numéro que je n'avais pas composé depuis des années. Ma main tremblait en le portant à mon oreille. Cabinet d'avocat Dr Brenner, Monica Sedel à l'appareil. Ici Bernard Keller. J'aurais besoin d'un rendez-vous. Il s'agit de mon mariage. Quand j'ai raccroché, je me suis senti étrangement calme. Le rendez-vous chez l'avocat était fixé pour après-demain, un jeudi, 11 heures. Je l'ai noté dans mon agenda de poche démodé, que je n'avais jamais abandonné malgré toutes les alternatives numériques.
Elga s'en était souvent moqué, Bernard et son agenda la dernière relation amoureuse analogique de notre époque. Elga. Qui était cette femme avec qui j'avais partagé plus de 3 décennies? Je suis allé dans le salon et j'ai regardé le mur de photos que nous avions construit au fil des ans. Notre photo de mariage de 1989, Elga dans sa robe couleur crème, moi dans mon costume gris, tous deux rayonnant de bonheur. La naissance de notre fille Claudia 1 an plus tard. L'entrée à l'école de Thomas. Les vacances en famille au bord de la mer Baltique, dans les Alpes, puis en Italie. Le mariage de Claudia. La naissance de nos petits-enfants. Une chronique parfaite du bonheur familial. Mais quand les premières fissures s'étaient-elles formées? Je m'assis dans mon fauteuil en cuir, un cadeau d'Elga pour mes 60 ans et essayais de me souvenir. Était-ce il y a 5 ans, lorsque j'avais pris ma retraite anticipée? J'avais tellement attendu ce moment, les voyages que nous avions toujours reportés. Mais alors, le diagnostic est tombé, cancer de la prostate. L'opération, les traitements post-opératoires, les effets secondaires. Je n'étais plus l'homme que j'avais été à tous les niveaux. Elga m'avait soutenu, m'avait accompagné à chaque rendez-vous médical, avait pris soin de moi. Mais quelque chose avait changé. L'intimité, la proximité où elles étaient devenues différentes. Pas disparues, mais transformées. J'avais mis ça sur le compte de ma maladie, de l'âge, de l'évolution naturelle d'un long mariage. Mon regard se posa sur une photo prise il y a environ 1 an, Elga avec notre petit-fils Félix sur l'air de jeu. Elle riait à l'objectif, ses cheveux gris ébouriffés par le vent. À cette époque, elle acceptait encore sa couleur naturelle. Quand avait-elle commencé à l'éteindre? Il y a 3 mois? 4? À peu près au même moment où Félix avait commencé à avoir des difficultés en mathématiques et où Elga avait suggéré de faire appel à un professeur particulier. Lucas est parfait, avait-elle dit. Jeune, motivé, et il a un bon contact avec les enfants. Lucas. Ce nom me noue à l'estomac. Je me levai et allai dans la cuisine. Le calendrier accroché au mur était couvert de l'écriture soignée d'Elga, rendez-vous médicaux, sorties entre amis, les cours particuliers de Félix toujours les mardis et vendredis. Aujourd'hui, c'était vendredi. Je pris mon smartphone et activai la fonction de localisation. Il y a des années, nous avions décidé de partager nos positions ou une mesure de sécurité après que j'ai eu un léger accident vasculaire cérébral. L'application indiquait maintenant la position d'Elga, non pas au supermarché, mais dans un quartier résidentiel à l'autre bout de la ville. L'adresse me disait quelque chose. J'ouvris ma boîte de réception et recherchai le message que Claudia m'avait envoyé il y a quelques mois ou les coordonnées du professeur particulier de Félix. Lucas Neumann, 32 ans, professeur stagiaire dans un lycée, job d'appoint en tant que professeur particulier. Et oui, l'adresse correspondait. Une autre pièce du puzzle se mettait en place. Les cours particuliers avaient toujours eu lieu chez nous jusqu'à il y a environ 2 mois. Félix se concentre mieux dans un environnement neutre, avait expliqué Elga. De plus, Lucas a tout le matériel chez lui. Mes mains se serrèrent en poing. La colère que j'attendais arriva enfin, une vague de chaleur qui déferla sur mon corps. Je pris les clés de la voiture, puis je m'arrêtai. Que allais-je faire? Y aller? La confronter? Faire une scène? Non. Ce n'était pas mon genre. Ça ne l'avait jamais été. Au lieu de cela, je me rendis dans la chambre et ouvris l'armoire d'Elga. Le parfum sucré de son parfum, était-ce un nouveau? Me monta au nez. Je fouillai dans ses affaires, me sentant comme un intrus dans ma propre maison. De nouveaux chemisiers, 2 robes avec les étiquettes encore accrochées, des sous-vêtements que je n'avais jamais vus. Dans un tiroir, je trouvai une boîte contenant un parfum coûteux, pour ma Elga, qui me fait me sentir jeune. Elle. Je laissai tomber la boîte comme si je m'étais brûlé. Puis, je vis la boîte de comprimés à côté de sa boîte à bijoux. Traitement hormonal substitutif. Depuis quand Elga prenait-elle des hormones? Elle ne s'était jamais plainte de troubles liés à la ménopause. Le bruit d'une voiture dans l'allée me fit sursauter. Je refermai le tiroir et quittai précipitamment la chambre. Par la fenêtre, je vis Elga sortir d'un taxi au pas de sa propre voiture. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue, et ses cheveux étaient fraîchement coiffés. La porte d'entrée s'ouvrit. Bernard? Tu es là. Sa voix semblait tendue, incertaine. Je me tenais dans le salon, incapable de répondre. Des pas dans le couloir,
puis elle apparut dans l'encadrement de la porte. Son visage était pâle, mais ses joues rouges. Elle était maquillée aux choses qu'elle faisait rarement au quotidien. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle en posant son sac à main sur le fauteuil. « Pourquoi n'es-tu pas aux échecs ?» Je la regardais, cette femme que je croyais connaître. Maintenant, elle me paraissait comme une étrangère. « Où étais-tu, Helga ?» Elle hésita, seulement une fraction de seconde, mais suffisamment longtemps. « En train de faire des courses, comme je te l'ai écrit. » Ensuite, chez l'esthéticienne. « Je t'avais dit que j'avais rendez-vous. » Un autre mensonge. Lisse, sans hésitation. « Combien était-il, ces derniers mois ?»« Tu mens, dis-je calmement. Tu étais chez Lucas. » La couleur se retira de son visage. Elle agrippa le dossier de la chaise, comme si elle avait besoin de s'accrocher. « Qu'est-ce que tu racontes ?»« J'ai vu tes messages, Helga. Les photos. La vidéo. » Ma voix se brisa. « Ça dure depuis combien de temps ?» Elle me fixa, ouvrit la bouche, la referma. Puis elle s'effondra sur la chaise. « Bernard, je... » « Depuis combien de temps ?» répétai-je. « 3 mois, murmura-t-elle. « Je suis désolé. 3 mois. Un quart d'année rempli de mensonges, de tromperies, de rendez-vous secrets. Pendant que je prenais des rendez-vous chez le médecin, que j'avalais des médicaments, que je luttais contre les séquelles de ma maladie. Pourquoi ? La question flottait dans l'air, lourde comme du plomb. Helga fixa ses mains. Je ne sais pas. C'est juste, arrivé. Rien arrive juste, Helga. On prend des décisions. Elle leva les yeux, les larmes aux yeux. Je me sentais à nouveau jeune, désiré. C'était stupide, je sais. Désiré, répétai-je avec amertume. Quelque chose que je ne peux plus te donner depuis l'opération. Ce n'est pas ça, dit-elle rapidement. C'est plus compliqué. Alors explique-moi, insistai-je. Explique-moi pourquoi 34 ans de mariage méritaient d'être jetés pour un gamin. Je n'ai pas jeté notre mariage. Sa voix s'éleva. C'était une erreur, une stupide erreur. Mais ce n'est pas forcément la fin. Je ris sans joie. Tu t'attendais à quoi ? À ce qu'on continue comme si de rien n'était. Non, mais... Elle se leva, fit un pas vers moi. Bernard, s'il te plaît. On peut en parler. On peut surmonter ça. Je reculai. J'ai rendez-vous chez l'avocat. Jeudi. Les mots la frappèrent comme un coup. Chez l'avocat ? Tu veux divorcer ? La question restait en suspens entre nous. Est-ce que je voulais ça ? Était-ce la bonne voie ? Je ne sais pas ce que je veux, répondis-je honnêtement. Mais je sais que je ne peux pas rester ici. Pas ce soir. Je la dépassai dans le couloir, pris ma veste sur le crochet. Où vas-tu ? Sa voix était paniquée. Chez Thomas. Notre fils vivait à seulement 20 minutes. Bernard, s'il te plaît. Parlons-en. Donne-moi une chance de m'expliquer. Je me retournai vers elle. 3 mois, Helga. Tu avais 3 mois pour me l'expliquer. Maintenant, j'ai besoin de temps. De temps pour réfléchir. La porte se referma derrière moi. La pluie avait cessé, mais l'air était froid et humide. Je restai un moment sur le perron, inspirant profondément. La maison que nous avions achetée il y a 25 ans me paraissait soudain étrangère. Comme si j'avais vécu pendant des années dans un décor, sans le savoir. Je montai dans ma voiture et démarrai, sans vraiment savoir où aller. L'appartement de Thomas ? Un hôtel ? Juste rouler, jusqu'à ce que la douleur s'estompe ? Au premier feu rouge, je pris mon téléphone et envoyai un message à Thomas, « Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir ? J'expliquerai plus tard. » La réponse arriva immédiatement, « Bien sûr, papa. » Tout va bien ? Rien n'allait bien. Absolument rien. Le visage de Thomas exprimait l'incrédulité, lorsque je lui racontai l'histoire de la liaison d'Helga. Nous étions assis dans sa petite cuisine, 2 bouteilles de bière entre nous sur la table. Il était minuit passé, mais je n'avais pas pu fermer l'œil sur son inconfortable canapé-lit. Maman est un professeur particulier ? C'est. Il secoua la tête. Ça ne lui ressemble pas. Apparemment, je connais moins bien ta mère que je ne le pensais, répondis-je avec amertume.
Thomas passa sa main dans ses cheveux courts, un geste qu'il avait hérité de moi. À 32 ans, il était le portrait craché de mon jeune moi, avec juste des lunettes modernes et une barbe de 3 jours soignée. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-il. « Je ne sais pas », je pris une gorgée de bière. « J'ai rendez-vous chez l'avocat, mais... » « Est-ce que tu veux vraiment divorcer ? Après toutes ces années ? » La question restait en suspens entre nous. Est-ce que je voulais ça ? L'idée de vivre sans Helga était effrayante. Mais l'alternative, vivre avec elle, avec cette rupture de confiance entre nous, semblait tout aussi impossible. J'ai besoin d'en savoir plus, dis-je finalement. Toute l'histoire. Comment ça a commencé, pourquoi, jusqu'où c'est allé. Thomas acquiesça lentement. Je comprends. Mais es-tu sûr de vouloir entendre tous les détails ? Non, avouai-je. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Le lendemain matin, je me réveillais avec les membres raides et un mal de tête sourd. Thomas était déjà parti au travail, il enseignait dans une école professionnelle, mais il m'avait fait du café et laissé un mot, prends ton temps. L'appartement est libre toute la journée. Appelle si tu veux parler. Mon téléphone affichait 17 appels manqués d'Helga et une douzaine de messages. Je n'en ai lu aucun. Au lieu de cela, j'ouvris mon ordinateur portable, que j'avais pris par précaution, et commençai mes recherches. Lukas Neumann war leit zu finden. Sein Profilbild auf Facebook und Instagram zegten enen Gutos und den Gingenmann mit un clan loken und enem selbstbewussten Lächeln. 32 Jahre alt, Lehrer für Mathematik und Physik, leidenschaftliche Bergstege und Hobbyfotograf. Sein Instagram-Account war wohl mi beeindruckenden Landschaftsaufnahmen und Selfies von Berggipfeln. Ken spür von Helga. Natürlich nicht sie war vorsichtig gewesen. Ich durchforstet sen Freundeslist. Überwiegend Gingelöt, vermutlich Kollegen und ehemalige Kommilitonen. Aber auch nicht altere froid. Ich klickte auf ihr Profil, en nach dem andran. Die meisten waren Lehrerinnen oder Mutter seiner Schule. Aber en Stachero, Gisela Hoffmann, 58, Schedung-Saint-Valtin. Ihr Fotos zegten en attraktiv, gepflegt fromig kurzem groem haar und ener selbstbewussten Australin. In enem Post vom letzten Sommer stand sineben Lukas, beid in Wanderkleidung, auf enem Berggipfel. Dank für die Wunderbarbeit, liebe Lukas. Du hast mir José, das Leben mi 58 noch volé abante esteken kann. En verdacht kam in mir auf. Ich öffnet enen neantab und gab Lukas Neumann cours particulier Wiesbaden en. Sen website Erchien Alserster Gebni, cours particulier de qualité ou pour élèves et adultes. Ich klickte darauf und las sen Beschreibung. Je propose des cours particuliers de mathématiques et de physique qualifiés pour tous les âges. Mon programme formation continue pour adultes, qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances ou acquérir de nouvelles perspectives, rencontre un succès particulier. Discrétion et cours individuels garantis. Darinte standen testimonial. En davon von Gisela Hoffmann, Lukas m'a non seulement aidé à rafraîchir mes connaissances en mathématiques, mais il m'a aussi donné une nouvelle confiance en moi. Un enrichissement à tous points de vue. Die Puzzletei fugten sich zusammen. War das ein Muster? Alterant froh nach Hilfe geben und dann, was? En afar zu beginnen? Si aus Nutzen? Ich klickte auf die Bildergalerie seiner Website. Dort waren Foto von mi verschiedenen Schülern à l'Inverfanglich, professionnel. Aber in ener ek des bureaux, das auf mehreren Bildern zu sehen war, standen aufallige Sessel. Derselbe Sessel, auf dem Helga in dem Video je sans hâte, das ich auf ihrem Laptop je finden hat. Mein Magen verkrampft sich. Wie viele Schülerinnen dat auf diesem Sessel unterrichte? Ich schloss den Laptop und stand auf. Die Hut, da ich gestern gespurat, verwandelt sich in etwa kalter, bereknander. Ich wollt gewisset. Vollstandig gewisset. Nach ener schnellen dusch und enem Kaffee für ich zu inserem aus zurück. War kurs nach non Helga urd bei ihrer Wassergymnastik sain, enem festantermin set jaren. Oder war auch das en luch gewesen? Das aus war tatsächlich leer. Ich ging direkt ins Schlafzimmer und begann en Grinlicherei durch Suchung als einem Vortag. In Helga nach ich fan ich en klein Notizbuch, das ich noch nie gesehen hat. Darin standen Daten und Urzetan, manchmal mi enem elle markier. Die Entrage begannen vor etwa wie Monatan en Langer, als si geben hat.
Ich blattert wetter und fan en Entrag von Vorzwei Wochan, 15h30 le neues Programm besprechen. Darinte et notiz, Wonax Besichtigung Bahnhofsviertel? Fragen, OBER mitkommen Word. Wonax Besichtigung? Plant si, aus Susien? Miem Zusammen Susian? Ich fotografiert die relevantan setan mi menem an die und legt das Buch zurück. Dan durchsucht ich ihren Kleiderschrank grünliche. Inte iren Winterpullovern fan ich en Schachtel mi Kittingen und Brochuran. En war von ener Schönheitsklinik behandlingen für Hautstrafung und Verjüngung. En ander von enem Fitnessstudio, das sich auf best age spezialisiert. Kittingen für Kleidung, Schuh, Kosmetik vale aus den letzten Monaten, in semaine, die wetuber dem l'agent, was elga normalerweise ausgab. In ener kleinen setantasch ihr Reiskoffer fan ich schließlich, wonach ich bewusst Jesusstadt, Hotel Reckningen. Drestuk, alvon enem kleinen Hotel im Tonu, et toi en stand entfernt. Ubernach tingen für zwei Personen, die letzte Vornur Agent. Of allen stand Zimmer mi Bergblick en bitter en spilin of Lucas Bergstegeobi? Ich setzt mich auf das Bett inser Bett und versucht, men dans kan ordnant. Diafar war offensichtlich ernst after, als elga gebenat. Nicht nur eine Demeure Feller, sondern en je plante, organisiert Beziehung. Mi Ubernach tingen, je m'insamen planant, möglicher Wes sogar Zukunft visionen. Das Joroch en Auto in der Enfahrt lies mich aufschrecken. Ich legt die Hotel Reckningen zurück, schloss den Koffer und verlies astig das Schlafzimmer. Durch das Fenster sah ich elga aus ihrem Wagenstegen. Si trugir sportach war also tatsächlich beim Schwimmen gewesen. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'elle ne puisse insérer sa clé. Son visage était pâle, ses yeux rouges où elle avait pleuré. Bernard, murmura-t-elle. Tu es revenu. Juste un instant, répondis-je. Je prends quelques affaires. Elle entra, posa son sac. On peut parler? S'il te plaît? Je la regardais, cette femme que j'avais aimée ou que j'aime encore, malgré tout. De quoi, Elga? Des 3 mois de cette aventure qui en réalité dure 4, voire plus? Des nuits d'hôtel? De tes projets de visiter un appartement? Ses yeux s'écarquillèrent. Tu as fouillé dans mes affaires? Bien sûr que oui. Ma voix monta d'un ton. Tu t'attendais à quoi? Que j'avale tes mensonges comme une pilule amère? Elle s'affala sur le tabouret dans l'entrée. Ce n'est pas comme tu le penses. Ah non? Alors explique-moi. Toute la vérité, Elga. Pas encore d'autres mensonges. Elle prit une profonde inspiration. On peut s'asseoir? Dans le salon? J'acquiesçai brièvement et la suivis. Nous nous sommes assis elle sur le canapé, moi dans mon fauteuil, une distance nous séparant. Tout a commencé il y a environ 4 mois, commença TL. Félix avait besoin de cours particuliers, et Claudia avait recommandé ce professeur. Il venait chez nous 2 fois par semaine. Elle s'arrêta, se reprit. Au début, c'était tout à fait professionnel. Mais ensuite, il a commencé à me regarder différemment. Il me faisait des compliments, s'intéressait à mes centres d'intérêt, à ma vie. Personne ne m'avait remarqué comme ça depuis des années. Je t'ai remarqué, l'interrompis-je. Chaque putain de jour. Oui, mais... Elle cherchait ses mots. C'était différent. Nouveau. Excitant. Il a suggéré que je prenne aussi des cours, il appelait ça la formation continue. J'en ai ri, mais l'idée ne me quittait pas. Alors j'ai commencé à prendre des cours de maths. Des maths? Je ne pouvais pas cacher le mépris dans ma voix. Tu étais comptable, Elga. Tu n'as pas besoin de cours de maths. Il n'a jamais vraiment été question de maths, admit-elle doucement. Il s'agissait de me sentir à nouveau jeune. Désiré. D'être perçue comme une femme, pas seulement comme une épouse, une mère, une grand-mère. Et pour ça, tu as risqué notre mariage? Pour un peu d'attention de la part d'un homme qui a la moitié de ton âge. C'était stupide, dit-elle, les larmes aux yeux. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, c'était comme une dernière chance. De vivre une aventure, une passion, avant que je sois trop vieille. Et les nuits d'hôtel? La visite de l'appartement? Elle déglutit. Les hôtels, c'était son idée. Un week-end loin de tout, sans obligation.
Et l'appartement, c'était un malentendu. Je pensais acheter un petit appartement comme placement. Pour notre retraite. Pour notre retraite, répétai-je, incrédule. Pendant que tu avais une aventure. Bernard, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur terrible. Mais c'est fini. J'ai rompu avec Lucas hier, après ton message. De toute façon, ça n'a jamais été sérieux. Pas pour lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle hésita. Il avait d'autres élèves. Je n'étais pas la seule. La confirmation de mes soupçons me frappa quand même comme un coup de poing. Tu le savais? Pas depuis le début. Mais il y a environ 2 semaines, j'ai vu un message sur son portable, par hasard. D'une autre femme. Là, j'ai commencé à comprendre que je n'étais qu'une parmi d'autres. Un passe-temps. L'humiliation dans sa voix était réelle. Pour la première fois depuis hier, j'éprouvais un soupçon de compassion pour elle. Et malgré tout, tu as continué cette liaison. Jusqu'à hier? Elle acquiesça, honteuse. Je voulais y mettre fin. Mais je n'en trouvais pas le courage. C'était comme une addiction. Je savais que c'était mal, que ça nous faisait du mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Nous restâmes tous les deux silencieux. Dehors, les oiseaux chantaient, la vie suivait son cours normal, tandis que la nôtre était en miettes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demanda-t-elle finalement. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le rendez-vous chez l'avocat est toujours maintenu. Tu veux vraiment divorcer? La question planait entre nous. Le voulais-je vraiment? Tout jeter par-dessus bord après 34 ans? Où pouvions-nous trouver un moyen de réparer ce qui était cassé? Je ne sais pas, répétai-je. Mais je sais que je ne peux pas rester ici. Pas maintenant. Où vas-tu aller? Chez Thomas, pour l'instant. Peut-être chez Claudia plus tard. Notre fille vivait à Munich avec sa famille. Helga acquiesça, résignée. Quand est-ce qu'on l'annonce aux enfants? La question me prit au dépourvu. Thomas est déjà au courant. Claudia, il faut qu'on en décide ensemble. Ensemble? Une lueur d'espoir dans sa voix. Je ne sais pas, Helga. Je ne sais rien pour le moment. Je me levai, allai dans la chambre et préparai un sac avec des vêtements et des articles de toilette. Quand je revins, Helga était dans le couloir, les bras croisés autour d'elle, comme si elle avait froid. Bernard, dit-elle doucement. Je suis tellement désolé. Plus que je ne peux l'exprimer. Je me contentai d'acquiescer, incapable de répondre. Puis, je quittai la maison qui avait été notre foyer pendant 30 ans, sans savoir si j'y reviendrais un jour. L'avocat, Dr Brenner, était un homme maigre d'une 60aine d'années, avec des lunettes sans monture et une barbe grise méticuleusement entretenue. Son cabinet se trouvait dans un immeuble ancien rénové du centre-ville, l'aménagement était classique, mais sans ostentation. Il m'écouta attentivement pendant que je décrivais la situation, ne m'interrompant qu'occasionnellement pour poser des questions de clarification. Je comprends, dit-il, une fois que j'eus terminé. Une situation douloureuse, monsieur Keller. Mais malheureusement, pas inhabituelle. Qu'est-ce qu'un divorce impliquerait? Concrètement, financièrement, demandai-je. Dr Brenner se renversa dans son fauteuil. Vous avez été mariés pendant 34 ans, vous avez tous les deux travaillé, vous êtes tous les deux à la retraite ou en pré-retraite. La maison commune est remboursée, si j'ai bien compris. Un divorce signifierait que les biens communs seraient partagés la maison, les économies, les droits à la retraite. Et la pension alimentaire? Cela dépend des revenus. Votre femme a ses propres droits à la retraite, dites-vous? Dans ce cas, la pension alimentaire serait minime, voire inexistante. J'acquiesçai. Helga avait travaillé comme comptable jusqu'à il y a 3 ans. Et elle, adultère? Est-ce que cela joue un rôle? Dr Brenner secoua la tête. Juridiquement, à peine. L'Allemagne est un pays où le divorce est sans faute. La raison de l'échec du mariage n'est pas pertinente pour la procédure elle-même. L'important est que le mariage soit considéré comme irrémédiablement brisé. Et l'est-il? Après un adultère? C'est à vous de décider, monsieur Keller. La question est, le mariage est-il irrémédiablement brisé, ou y a-t-il une chance de réconciliation?
La question résonna dans ma tête lorsque je quittai le cabinet. Notre mariage était-il irrémédiablement brisé? Je ne savais pas. La douleur, la colère, le sentiment de trahison, tout cela était accablant. Mais il y avait aussi le souvenir de 34 années passées ensemble, de bons moments, de la famille que nous avions construite. Je m'assis sur un banc dans le parc voisin et observai les gens, des mères avec des poussettes, des hommes d'affaires pendant leur pause déjeuner, des couples âgés se tenant la main. Combien d'entre eux avaient traversé des crises similaires? Combien avaient pardonné, continué à se battre? Combien avaient abandonné? Mon téléphone vibra. Un message de Claudia: « Papa, Thomas m'a raconté ce qui s'est passé. Je peux t'appeler? » Je répondis: « Bien sûr. N'importe quand. » Moins d'une minute plus tard, le téléphone sonna. « Papa ?» La voix de Claudia sonnait inquiète. « Comment vas-tu? » « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « C'est tout, accablant. Je peux l'imaginer. Thomas a dit que tu étais chez l'avocat? » « Oui, tout juste. Pour comprendre mes options. » « Et vas-tu divorcer? » La question que tout le monde posait. La question à laquelle je n'avais pas de réponse. « Je ne sais pas encore, ma chérie. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Bien sûr. » Elle hésita. « Papa, je ne veux pas être intrusive, mais, as-tu parlé avec maman? Je veux dire, vraiment parlé? » Nous avons parlé, oui. Elle m'a tout raconté. Ou du moins, elle prétend tout me raconter. Et tu la crois? Une bonne question. Croyais-je Helga? Après tous ces mensonges? Je ne sais pas. Une partie de moi veut la croire. Une autre partie se demande si je pourrai jamais croire à nouveau quelque chose qu'elle dit. Claudia soupira. Je comprends. Mais papa, avant que tu ne prennes une décision définitive, vous avez été ensemble pendant 34 ans. C'est toute une vie. Peut-être devriez-vous envisager une thérapie? Une thérapie de couple? L'idée ne m'avait même pas effleuré. Oui. Pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi cela s'est produit? S'il y a une voie à suivre. Je restai silencieux un instant. Je vais y réfléchir. Bien. Elle sembla soulagée. Et papa? Tu peux venir chez nous quand tu veux, si tu as besoin de prendre de la distance. La chambre d'amis est prête. Merci, ma chérie. Cela signifie beaucoup pour moi. Après la conversation, je me sentais étrangement plus calme. La proposition de Claudia d'une thérapie résonnait dans ma tête. Était-ce une option? Un thérapeute pouvait-il aider à gérer la douleur, à rétablir la confiance? Je décidai d'aller faire une promenade pour me vider la tête. La vieille ville de Wiesbaden était animée en ce jeudi midi. Je me promenais dans la zone piétonne, devant les magasins et les cafés, sans vraiment rien remarquer. Je m'arrêtai devant une librairie. Dans la vitrine, il y avait un livre intitulé « Nouveau départ après la trahison, comment les couples peuvent surmonter l'infidélité ». Une coïncidence? Un signe? J'entrai dans le magasin et achetai le livre, ainsi qu'un deuxième, L'homme au-delà de 60 ans se retrouvait dans la troisième phase de la vie. Le jeune vendeur sourit avec compréhension en voyant les titres. Combien d'hommes de mon âge achetaient ce genre de livre? Combien se tenaient devant les ruines de leur mariage et essayaient de trouver une voie à suivre? Les livres dans mon sac, je me suis rendu dans un petit café, j'ai commandé un espresso et j'ai commencé à lire. L'auteur du premier livre, une thérapeute de couple et sexuelle, décrivait différents types d'infidélité et leurs causes. Un passage a particulièrement attiré mon attention. L'infidélité dans les mariages de longue date est souvent moins liée au partenaire qu'aux besoins et aux aspirations insatisfaits du partenaire infidèle lui-même. La liaison sert de fuite face à sa propre insatisfaction, de tentative de rattraper une jeunesse perdue ou des occasions manquées. Le partenaire trompé devient la victime involontaire d'une crise personnelle. Était-ce la situation d'Helga? Une crise de milieu de vie à l'âge de la retraite? La recherche désespérée d'une confirmation qu'elle était toujours désirable? J'ai continué à lire. La décision de savoir si un mariage peut être sauvé après une infidélité dépend de nombreux facteurs, la durée et l'intensité de la liaison, la volonté du partenaire infidèle d'assumer ses responsabilités, la capacité du partenaire trompé à pardonner et la solidité fondamentale de la relation avant l'infidélité. Notre mariage avait été bon ou pas? Nous étions-nous éloignés l'un de l'autre ces dernières années sans nous en rendre compte?
ma maladie avait-elle été un tournant, non seulement pour ma santé, mais aussi pour notre relation? Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message d'Elga: Bernard, je respecte ton besoin de distance. Mais s'il te plaît, donne-nous une chance de parler quand tu seras prêt. J'ai pris rendez-vous avec une thérapeute de couple. Seulement si tu le souhaites. Je t'aime. La dernière phrase m'a frappé de plein fouet. M'aimait-elle vraiment? Comment pouvait-elle m'aimer et coucher avec un autre homme en même temps? Je fixais le message, incapable de répondre. Puis, j'ai rangé mon téléphone et me suis concentré à nouveau sur le livre. Un chapitre portait en tête le chemin du pardon. J'ai lu. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser ce qui s'est passé. Il signifie reprendre le contrôle que la trahison vous a enlevé. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même, pas au partenaire infidèle. Un cadeau pour moi-même. L'idée était nouvelle. Jusqu'à présent, j'avais considéré le pardon comme quelque chose que je pouvais accorder ou refuser à Elga. Mais peut-être que c'était plus une question me concernant que la concernant elle? J'ai refermé le livre et j'ai fixé ma tasse d'espresso vide. La décision qui se présentait à moi me semblait soudainement plus claire, non pas si je pouvais pardonner à Elga, mais si j'étais prêt à travailler sur moi-même et sur notre relation. Si je voulais emprunter le chemin douloureux de la guérison, au lieu du chemin prétendument plus facile de la séparation. Mais étais-je prêt à cela? Pourrais-je jamais revenir dans notre chambre sans penser à elle et à Lucas? Pourrais-je encore lui faire confiance quand elle dirait qu'elle va nager ou faire les courses? J'ai payé mon café et je me suis dirigé vers l'appartement de Thomas. En chemin, j'ai appelé le docteur Brenner. Je ne veux pas encore entamer la procédure de divorce, lui ai-je dit. Mais je voudrais savoir quelles mesures je dois prendre pour protéger mes intérêts, au cas où cela arriverait. Une sage décision, monsieur Keller, a-t-il répondu. Passez demain, et nous discuterons des détails. Quand je suis arrivé chez Thomas, il était encore au travail. Je me suis assis à sa table de cuisine et j'ai écrit une réponse à Elga. J'ai encore besoin de temps. Mais je suis prêt à envisager une thérapie. Pas maintenant, mais peut-être bientôt. Sa réponse est arrivée immédiatement, merci, Bernard. C'est tout ce que je demande. Du temps et une chance. J'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert le deuxième livre que j'avais acheté. L'homme au-delà de 60 ans commençait par un chapitre sur l'identité et l'estime de soi chez les personnes âgées. L'auteur, un psychologue, écrivait. Beaucoup d'hommes se définissent toute leur vie par leur rôle de soutien de famille, de protecteur et de partenaire sexuel. Lorsque la maladie, la retraite ou d'autres changements menacent ces rôles, une profonde crise d'identité peut survenir. Le défi consiste à trouver de nouvelles sources d'estime de soi et d'épanouissement. Ces mots ont touché un point sensible. Depuis mon opération, je me sentais moins viril, moins capable de satisfaire Elga en tant que mari. Est-ce que cela avait fait partie du problème? Mon propre manque d'assurance avait-il créé une distance que Lucas avait pu exploiter? J'ai continué à lire jusqu'à ce que Thomas rentre à la maison. Il avait l'air fatigué, mais il a souri en me voyant. Comment s'est passé le rendez-vous avec l'avocat, a-t-il demandé en posant son sac. Instructif. Mais j'ai décidé de ne pas encore entamer de procédure. Il a hoché la tête en signe d'approbation. Cela semble raisonnable. Tu as parlé à maman? Seulement par message. Elle a proposé une thérapie de couple. Et qu'est-ce que tu en penses? J'ai hésité. Je ne sais pas trop. Une partie de moi a envie d'essayer. Une autre se demande si ça a encore un sens. Thomas a sorti 2 bières du réfrigérateur et s'est assis à côté de moi. Papa, je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Mais je te connais, toi et maman, depuis toujours. Vous avez quelque chose de spécial. Quelque chose qui vaut la peine de se battre. Même après ce qu'elle a fait? Il a pris une gorgée de bière. Les gens font des erreurs. De grosses erreurs. Ça ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Ça fait d'eux des êtres humains. La sagesse de mon fils m'a surpris. Quand était-il devenu si adulte? Claudia a dit la même chose, ai-je remarqué. Claudia est intelligente. Il a souri. Elle tient ça de moi. Nous avons ri tous les deux, et pendant un instant, le monde m'a semblé un peu moins sombre. Qu'est-ce que tu vas faire? A fini par demander Thomas. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne vais rien précipiter. J'ai besoin de temps pour réfléchir,
pour digérer. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Merci, fiston. Mais je crois que je vais accepter la proposition de Claudia et aller à Munich pendant un certain temps. Prendre de la distance. Thomas a hoché la tête, compréhensif. Probablement une bonne idée. Quand comptes-tu partir? Demain ou après-demain? Il faut encore que je règle quelques trucs. Dont une conversation que je redoutais, mais qui était nécessaire. Une conversation avec l'homme qui avait détruit mon mariage ou du moins y avait participé. Lukas Neumann. L'adresse que j'avais trouvée dans les documents de soutien scolaire de Félix m'a mené à un immeuble ancien et bien entretenu dans le quartier de West End. C'était un vendredi après-midi, peu après 16 heures. D'après le carnet d'Elga, il ne devait pas y avoir de cours aujourd'hui, mais je voulais m'assurer de trouver Lucas seul. Je n'avais rien dit de mon projet à Thomas. Il n'aurait probablement pas trouvé ça une bonne idée et il avait peut-être raison. Mais j'avais besoin de cette confrontation. J'avais besoin de regarder dans les yeux l'homme qui avait séduit ma femme. La sonnette à côté du nom Neumann semblait neuve, contrairement aux autres plaques, jaunies par le temps. Un signe qu'il n'habitait pas ici depuis longtemps? J'ai appuyé sur le bouton et j'ai attendu. Oui. Une voix jeune et assurée provenant de l'interphone. Monsieur Neumann? Je m'appelle Bernard Keller. J'aimerais vous parler. Une brève pause. Keller? Vous êtes le grand-père de Félix? Entre autres, ai-je répondu sèchement. Puis-je monter? De nouveau une pause. Puis, la porte a bourdonné. 3e étage à gauche. J'ai monté les escaliers lentement, pour rassembler mes pensées et calmer mon pouls qui s'emballait. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je voulais obtenir? Un jeune homme attendait déjà à la porte de l'appartement exactement comme sur les photos que j'avais vues. Des boucles sombres, une silhouette athlétique, une allure sûre de lui. Il portait un jean et une simple chemise bleue, les manches retroussées. Son expression était prudente, mais pas effrayée. « Monsieur Keller » a-t-il dit en hochant la tête poliment. « Entrez. » L'appartement était étonnamment décoré avec goût pour un homme de son âge. Des meubles modernes, mais pas froids. Des bibliothèques remplies de littérature spécialisée et de romans. Des photos de paysages encadrés étaient accrochées au mur, probablement ses propres œuvres. Le fauteuil que je connaissais grâce aux photos se trouvait dans un coin du salon, à côté d'un petit bureau. « Voulez-vous boire quelque chose » a-t-il demandé, comme s'il recevait un visiteur normal. « Non » ai-je répondu sèchement. « Je ne suis pas venu pour bavarder. » Il a hoché la tête, comme s'il ne s'attendait à rien d'autre. « Alors, je suppose que vous êtes au courant de la situation. » La situation? J'ai senti la colère monter en moi. Vous voulez dire la liaison que vous avez eue avec ma femme? Il n'a même pas tressailli. Oui. C'est de ça que je parle. Asseyons-nous, a-t-il dit en désignant le coin salon. Pas le fauteuil ou une petite concession? Je me suis assis sur le canapé, il s'est assis dans un fauteuil en face de moi. Une situation étrangement formelle. Pourquoi, ai-je demandé directement. Pourquoi ma femme? Une femme qui a le double de votre âge? Lucas a soutenu mon regard. L'âge n'a jamais été un facteur pour moi, monsieur Keller. Elga est une femme remarquable. Intelligente, chaleureuse, vivante. Et mariée, ai-je ajouté. Où était-ce une partie de l'attrait? Une ombre a traversé son visage. Non. Ce n'était pas le cas. Alors quoi? Était-elle juste une autre élève dans votre programme? Combien y en a-t-il? Il a froncé les sourcils. Je ne sais pas ce qu'Elga vous a raconté, mais... Elle m'a parlé des autres femmes, les jeux interrompus. De votre schéma. Le soutien scolaire comme prétexte pour, quoi que vous en fassiez. Il s'est tu un instant, semblant peser ce qu'il allait dire. Mon programme de soutien scolaire pour adultes est tout à fait légal, monsieur Keller. Oui, j'ai plusieurs femmes parmi mes élèves. Et oui, une relation plus personnelle s'est développée avec certaines d'entre elles. Mais il n'y a pas de motif particulier, pas de stratégie de séduction. Et vous voudriez que je croie ça? Franchement, peu m'importe ce que vous croyez. Sa voix se fit plus dure. Je ne vous dois aucun compte. Elga est une femme adulte, capable de prendre ses propres décisions. Le sang-froid de sa réponse me frappa plus fort que n'importe quelle excuse n'aurait pu le faire.
Vous avez détruit 34 ans de mariage, et c'est tout ce que vous avez à dire? Si votre mariage était si facile à détruire, monsieur Keller, vous devriez peut-être vous demander pourquoi. Je serrai les poings. L'envie de frapper ce jeune homme suffisant au visage était presque irrésistible. Mais je me suis maîtrisé. Vous n'avez aucune idée de ce qu'était notre mariage, dis-je, d'une voix basse mais chargée d'une rage contenue. Aucune idée de ce que signifie partager des décennies avec quelqu'un. Traverser des hauts et des bas. Élever des enfants. Prendre soin de l'autre quand il est malade. Quelque chose changea dans son regard. Était-ce de la honte? Du remords? Vous avez raison, finit-il par dire. Je n'en ai aucune idée. Alors pourquoi? Pourquoi ma femme? Il se laissa aller contre le dossier de sa chaise, passa une main dans ses cheveux. Tout a commencé innocemment. Le soutien scolaire de Félix. Helga était toujours là, intéressée, impliquée. Nous avons commencé à discuter. De livres, de films, de voyages. Elle me parlait de votre maladie, de son inquiétude pour vous, de sa solitude. Solitude? Ce mot me frappa comme un coup de poing. Helga n'était pas seule. Elle avait les enfants, des amis. On peut se sentir seul même quand on est entouré de gens, monsieur Keller. Sa voix était plus calme maintenant, presque compatissante. Helga ne se sentait pas vue, pas en tant que femme. Elle avait l'impression de ne plus jouer qu'un rôle au celui de l'épouse attentionnée, de la mère, de la grand-mère. Ces mots résonnèrent en moi, un écho de ce qu'Helga elle-même avait dit. Était-il possible qu'ils disent la vérité? Que j'ai négligé une partie de ma femme, pendant toutes ces années? Quand je lui ai suggéré de prendre elle-même des cours, c'était d'abord une blague, continua-t-il. Mais elle a saisi l'idée. Ça lui offrait un espace qui n'appartenait qu'à elle. Une identité en dehors de ses rôles familiaux. Et vous avez profité de cette vulnérabilité, dis-je amèrement. Il secoua la tête. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est venu naturellement. Une surprise pour nous deux. Et les nuits d'hôtel? C'était aussi une surprise. Une ombre de malaise passa sur son visage. C'était une erreur. De ma part. Je n'aurais pas dû laisser les choses aller aussi loin. Mais vous l'avez fait. Oui. Il me regarda droit dans les yeux. Et je m'en excuse. Pas parce que j'ai peur de vous ou des conséquences juridiques. Mais parce que c'était mal. La sincérité dans sa voix me surprit. Je m'attendais à un séducteur arrogant, pas à un jeune homme qui semblait au moins partiellement ressentir du remords. C'est fini, demandai-je. Vraiment fini? Oui, répondit-il sans hésiter. Helga a mis fin à notre relation après que vous ayez découvert les messages. Mais honnêtement, ça se serait terminé de toute façon. Pourquoi? Il hésita. Parce que ça n'avait pas d'avenir. Parce que ça avait commencé pour les mauvaises raisons, pour nous deux. Elle cherchait une jeunesse perdue, moi, autre chose. Quoi? Un sourire triste effleura ses lèvres. Du lien, peut-être. De la validation. Je ne sais pas moi-même exactement. Nous restâmes silencieux. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres, projetant de longues ombres dans la pièce. Dehors, une voiture klaxonna, quelqu'un rit dans la rue. La vie normale continuait, tandis que la mienne était en ruine. L'aimez-vous? La question sortit de mes lèvres avant que je puisse la retenir. Lucas parut surpris. Puis il secoua lentement la tête. Non. Pas au sens où vous l'entendez. Je l'admire. Je l'apprécie beaucoup. Mais, non, je ne l'aime pas. La réponse apporta une étrange consolation. Ce n'avait pas été une grande histoire d'amour, une connexion romantique supérieure à la mienne. Juste deux personnes seules qui avaient cherché du réconfort l'une auprès de l'autre pendant une courte période. Félix continuera-t-il à prendre des cours avec vous, demandai-je. Ce n'est pas à moi d'en décider, répondit-il. Mais si vous voulez mon avis, il serait probablement préférable qu'il aille chez quelqu'un d'autre. J'acquiesçai. Nous sommes d'accord sur ce point. Je me levai, soudain épuisé par cette conversation, par toute cette situation. J'ai obtenu ce que je voulais. Et qu'est-ce que c'était, demanda-t-il, se levant également. Des réponses. Un visage derrière le nom. La certitude que c'est terminé. Il acquiesça lentement.
Pour ce que ça vaut, Monsieur Keller, Helga vous aime. Elle l'a dit souvent. L'aventure n'a jamais été un substitut à votre mariage. C'était une éruption. Une fuite de soi-même, peut-être plus que de vous. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Adieu, Monsieur Neumann. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Je comprends. Il ne m'a pas tendu la main, ce dont j'étais reconnaissant. Tout le meilleur pour vous. Et pour Helga. En descendant l'escalier, je me suis senti étrangement plus léger. Pas guéri, pas réconcilié avec la situation, mais, plus clair. Le monstre que j'avais imaginé n'était qu'un homme. Un jeune homme avec ses propres problèmes, sa propre solitude. Dans la rue, je me suis arrêté et j'ai pris une profonde inspiration. Le soleil printanier réchauffait mon visage. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti un souffle de, pas d'espoir, mais peut-être d'acceptation. Ce qui s'était passé, s'était passé. La question était maintenant, comment avancer? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Claudia. J'arrive demain à Munich, ai-je dit. Pour une semaine environ. Merveilleux, papa. Nous sommes impatients de te voir. Et Claudia, peux-tu m'aider à trouver un thérapeute? Pour moi, je veux dire. Pas pour une thérapie de couple, pas encore. Mais pour moi. Bien sûr, a-t-elle répondu immédiatement. Je m'en occupe. Après avoir raccroché, j'ai écrit un message à Helga, je vais chez Claudia demain. Pour une semaine environ. Quand je reviendrai, nous pourrons parler de la thérapie. Sa réponse est arrivée rapidement, merci, Bernard. J'attendrai. Prends soin de toi. J'ai rangé mon téléphone et je me suis dirigé lentement vers la gare. Le chemin à parcourir était encore long et incertain. Mais pour la première fois depuis la découverte de l'aventure, j'ai eu le sentiment qu'il pouvait y avoir une voie à suivre. Pas un retour à ce qui était, c'était impossible. Mais peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait être construit sur la vérité et une compréhension plus profonde l'un de l'autre. Ou peut-être pas. Peut-être que je découvrirais que la rupture était trop profonde, la blessure trop douloureuse pour guérir. Mais au moins, j'essaierais. C'était une chose que je me devais. Et peut-être aussi à Helga, après 34 ans. Munich m'a accueilli avec un soleil radieux et le joyeux chaos de la famille de Claudia. Ses jumeaux, Max et Lena, maintenant âgés de 10 ans, se sont précipités vers moi alors que je sortais du taxi. Son mari Stéphane, un architecte calme et posé, a pris mon sac et m'a conduit à l'intérieur de la maison, une spacieuse maison jumelée à la périphérie de la ville. Grand-père, nous avons préparé ta chambre, a annoncé fièrement Lena. Avec un coussin supplémentaire, parce que maman dit que tu as mal au dos, a ajouté Max. Claudia est apparue à la porte, un sourire chaleureux sur le visage, mais de l'inquiétude dans les yeux. Elle m'a serré fort dans ses bras. Bienvenue, papa. Je suis contente que tu sois là. Les premiers jours à Munich ont été comme une pause dans la tempête. J'ai joué avec les enfants, aidé Stéphane à faire de petites réparations dans la maison, et j'ai fait de longues promenades dans le quartier. Claudia avait organisé un rendez-vous avec un thérapeute pour moi, le docteur Martina Weber, une psychologue spécialisée dans les crises de la deuxième partie de la vie. Son cabinet était situé dans un immeuble ancien tranquille à Schwabing. La pièce était lumineuse et accueillante, sans l'atmosphère clinique que j'avais crainte. Le docteur Weber, une femme de mon âge avec des cheveux gris courts et une aura paisible, m'a salué avec une poignée de main ferme. Monsieur Keller, bienvenue. Votre fille m'a brièvement décrit votre situation, mais j'aimerais entendre de vous-même ce qui vous amène ici. Et ainsi, j'ai commencé à raconter. La découverte de l'aventure, ma colère et mon désespoir, les conversations avec Helga et avec Lucas, mon incertitude quant à la suite. Le docteur Weber a écouté attentivement, ne m'interrompant que de temps en temps pour poser des questions. Quand j'ai eu terminé, elle a hoché la tête pensivement. Ce que vous traversez est une crise de confiance profonde, monsieur Keller. Non seulement la confiance en votre femme a été ébranlée, mais aussi la confiance en votre histoire commune, en votre perception de la réalité. C'est exactement ce que je ressens, ai-je confirmé. Comme si tout ce que je pensais être vrai était soudainement remis en question. C'est une réaction normale à la tromperie. Beaucoup de personnes concernées la décrivent comme une sorte de traumatisme. Le monde tel que vous le connaissiez n'existe plus, et vous devez construire une nouvelle réalité. Et comment fait-on cela, ai-je demandé. C'est un processus.
Il commence par la compréhension non seulement de la trahison elle-même, mais aussi des circonstances qui y ont conduit. Non pas pour excuser la tromperie, mais pour la replacer dans un contexte. Nous avons parlé de mon mariage, des changements de ces dernières années, de ma maladie et de son impact sur notre vie intime, des motivations possibles d'Elga pour l'aventure. Vous avez mentionné que vous vous sentiez au moins un homme depuis votre opération, dit le docteur Weber. Pourriez-vous développer ce point? La question était désagréable, mais je me forçais à l'honnêteté. L'opération a laissé des effets secondaires. Des problèmes d'érection, une baisse de libido. Elga n'a jamais prononcé une plainte, mais je ne pouvais plus lui donner ce qu'un homme doit donner à sa femme. C'est une vision très traditionnelle de la masculinité et de la sexualité, remarqua doucement le docteur Weber. En avez-vous parlé avec votre femme? D'autres formes d'intimité? Je secouai la tête. Pas vraiment. C'était un sujet tabou. J'avais honte, et Elga, elle semblait l'accepter. Nous avons simplement cessé d'en parler. Peut-être est-ce là une partie du problème, dit-elle pensivement. Non pas dans la transformation physique elle-même, mais dans le manque de communication à ce sujet. À la fin de la séance, le docteur Weber me donna quelques pistes de réflexion et un livre sur la communication dans les relations de longue durée. Nous convînmes d'un autre rendez-vous plus tard dans la semaine. En retournant chez Claudia, je me sentais épuisé, mais aussi étrangement soulagé. C'était la première fois que je parlais ouvertement de la situation avec quelqu'un en dehors de la famille, sans honte ni retenue. Claudia était assise sur la terrasse, une tasse de thé devant elle. Les enfants étaient encore à l'école, Stéphane au travail. Elle sourit en me voyant. Alors, comment ça s'est passé? Je m'assis à côté d'elle. Bien, je crois. Utile. Elle m'a donné matière à réflexion. Je suis contente, papa. Elle me tendit une tasse de thé. Je m'inquiétais pour toi. Je sais. Merci d'avoir organisé tout ça. Nous restâmes un moment en silence, savourant le soleil printanier et le parfum des arbres fruitiers en fleurs dans le jardin. As-tu parlé à maman? Demanda finalement Claudia. Juste quelques messages brefs. Elle respecte mon besoin de prendre de la distance. C'est bien. Elle hésita. Tu sais, j'étais en colère contre elle quand Thomas m'a raconté ce qui s'était passé. Très en colère. Mais ensuite, je lui ai téléphoné et, elle est anéantie, papa. Elle se déteste pour ce qu'elle a fait. Elle a bien raison, dis-je, plus durement que je ne l'avais voulu. Oui, bien sûr. Mais... Claudia cherchait ses mots. Je crois qu'elle s'est perdue ces dernières années. Après sa retraite, après ta maladie. Elle n'avait soudainement plus de rôle clair, plus de mission. Et au lieu d'en parler, elle a cherché une échappatoire. Une échappatoire très destructrice. Absolument. Je n'excuse pas ce qu'elle a fait. Mais j'essaie de comprendre. Elle prit une gorgée de thé. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle avait l'impression de devenir invisible. En tant que femme. En tant que personne avec ses propres désirs et besoins. Ces mots résonnèrent en moi, de la même manière que ce que Lucas avait dit. Et ce que le docteur Weber avait sous-entendu. Était-il possible que j'aie négligé une partie d'Elga, pendant toutes ces années? Je ne sais pas si je peux lui pardonner, dis-je doucement. Tu n'as pas à le décider tout de suite, répondit Claudia. Prends ton temps. Et quoi que tu décides, nous sommes derrière toi. Thomas et moi. Les jours suivants à Munich furent comme une parenthèse dans ma vie. Je jouais avec mes petits-enfants, aidais aux tâches ménagères, me promenais dans la ville. Lors de ma deuxième conversation avec le docteur Weber, nous nous sommes concentrés davantage sur moi que sur l'affaire. Si vous mettez de côté la situation avec votre femme, que souhaiteriez-vous? Demanda-t-elle. Pour vous-même, pour votre avenir? La question me surprit. J'avais vécu si longtemps dans le « nous », Elga et moi, nos projets, notre avenir que je ne pensais presque plus en termes de « je ». Je ne sais pas, admis-je. Voyager, peut-être. J'ai toujours voulu voir davantage le monde. Quoi d'autre? Je réfléchis. J'aimais beaucoup prendre des photos, autrefois. Mais j'ai fini par arrêter. Pas le temps, trop d'autres obligations. Cela semble être quelque chose que vous pourriez reprendre. Peut-être. J'hésitais. Et j'aimerais, me sentir à nouveau plus un homme.
Pas au sens de performance physique, mais, je ne sais pas comment l'exprimer. Plus sûr de vous? Plus en accord avec votre identité d'homme? Oui, c'est exactement ça. Le docteur Weber hocha la tête. Ce sont des objectifs importants, monsieur Keller. Et ils ont un point commun, ils tournent tous autour de votre identité au-delà de votre mariage. Autour du Bernard Keller qui existe, indépendamment de son rôle d'époux. Cette prise de conscience me frappa comme un éclair. N'était-ce pas précisément ce qu'Helga avait recherché? Une identité au-delà de son rôle d'épouse? Je crois que je commence à comprendre ce qui s'est passé avec Helga, dis-je lentement. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais... Du moins, je peux le comprendre. Le dernier soir avant mon départ, j'étais assis avec Stéphane sur la terrasse pendant que Claudia couchait les enfants. Nous buvions de la bière et discutions de choses insignifiantes, le football, la politique, les projets de construction actuels de Stéphane. Puis, après une pause, il me demanda sans préambule. « As-tu décidé de ce que tu vas faire? » Avec Helga, je veux dire. Je secouai la tête. Pas encore définitivement. Mais j'ai tendance à essayer. La thérapie, je veux dire. Il acquiesça d'un air approbateur. Cela demande du courage. Ou de la stupidité, rétorquai-je avec un sourire en coin. Non, définitivement du courage. Il prit une gorgée de bière. Tu sais, Claudia et moi avons aussi une autre crise. Pas aussi dramatique que la vôtre, mais, c'était une période difficile. Après la naissance des jumeaux, quand tout ne tournait plus qu'autour des enfants. Cela me surprit. Claudia et Stéphane avaient toujours donné l'impression d'être le couple parfait. Qu'avez-vous fait? Thérapie de couple, répondit-il simplement. Cela a aidé d'avoir une tierce personne neutre qui nous écoutait. Qui nous a aidés à recommencer à nous parler, au lieu de nous ignorer. Et ça a fonctionné? C'était du travail. Un travail acharné. Mais oui, ça a fonctionné. Il sourit. Je suis content que nous ayons essayé. Le lendemain matin, j'ai fait mes adieux à Claudia et à sa famille. Les enfants m'ont serré fort dans leurs bras et m'ont demandé quand je reviendrais. Stéphane m'a serré la main fermement et m'a dit à voix basse, « Bonne chance, Bernard. Peu importe ta décision. » Claudia m'a accompagné jusqu'au taxi. « Appelle quand tu seras arrivé, dit-elle. Et papa? N'oublie pas ce dont nous avons parlé. Il ne s'agit pas seulement de savoir si tu peux pardonner à maman. Il s'agit aussi de ce que tu veux pour toi-même. » Le trajet en train pour rentrer à Wiesbaden me donna le temps de réfléchir. Je regardais par la fenêtre le paysage qui défilait, des champs verts, de petits villages, des villes au loin. La vie continuait, quels que soient les drames personnels qui se déroulaient. Je pensais aux conversations avec le docteur Weber, aux paroles de Claudia, à l'expérience de Stéphane avec la thérapie de couple. Et je pensais à Helga, pas à la Helga qui m'avait trompé, mais à la Helga avec qui j'avais partagé 34 ans. La femme qui s'était assise à mon chevet à l'hôpital, qui avait ri et pleuré avec moi, qui avait élevé nos enfants. Pouvais-je lui pardonner? Pouvais-je vivre à nouveau avec elle sans cesse repenser à sa trahison? Je ne savais pas. Mais j'étais prêt à le découvrir. Alors que le train entrait en gare de Wiesbaden, je pris mon téléphone et envoyai un message à Helga, « Je suis en route pour la maison. Il faut qu'on parle. » Sa réponse fut immédiate, « Je suis là. Quand tu seras prêt. » Je rangeai mon téléphone et pris une profonde inspiration. La partie la plus difficile du voyage restait à venir. Le taxi s'arrêta devant notre maison, la maison que j'avais quittée une semaine plus tôt, incertain de savoir si j'y reviendrais un jour. Elle avait l'air inchangée, et pourtant, elle me paraissait différente. Plus étrangère. Où était-ce moi qui avait changé? Je payai le chauffeur, pris mon sac et parcourus lentement le court chemin jusqu'à la porte d'entrée. Avant que je puisse sonner, elle s'ouvrit. Helga était là, pâle, avec des cernes sous les yeux. Elle portait un simple chemisier et un jean, ses cheveux étaient attachés. Pas de maquillage, pas de tentative de paraître plus jeune qu'elle ne l'était. « Bernard, dit-elle doucement. Bienvenue à la maison. » Je me contentais d'acquiescer et d'entrer. La maison sentait le gâteau fraîchement cuit, un gâteau aux pommes, mon gâteau préféré. Une tentative de m'apaiser. Ou simplement un geste de familiarité dans une situation pleine d'incertitude? Tu veux te rafraîchir d'abord? Ou on devrait tout de suite parler, demanda-t-elle.
Laisse-moi juste poser mon sac et aller à la salle de bain, répondis-je. Ensuite, on parlera. Elle acquiesça et s'écarta. Je suis allé dans notre chambre et ai posé le sac. Tout avait l'air comme avant, et pourtant, plus rien n'était comme avant. Je me suis lavé le visage dans la salle de bain, j'ai regardé un moment dans le miroir. L'homme qui me regardait avait l'air fatigué, mais plus résolu qu'il y a une semaine. Quand je suis revenu au salon, Helga avait préparé du café et du gâteau sur la table. Elle était assise sur le canapé, les mains croisées sur les genoux, attendant. « Comment s'est passé ton séjour chez Claudia ?» demanda-t-elle alors que je m'asseyais dans mon fauteuil. « Bien. Les enfants ont grandi. Ils te saluent. » Un mensonge poli. Les jumeaux avaient à peine demandé après leur grand-mère, et quand ils l'avaient fait, Claudia avait répondu de manière évasive. « Bien. » Elle hésita. « Bernard, je ne sais pas par où commencer. »« Peut-être par la vérité, dis-je. »« La vérité complète cette fois. » Elle acquiesça, prit une profonde inspiration. « La liaison a commencé il y a environ 4 mois, comme je te l'ai déjà dit. Mais, l'insatisfaction qui y a conduit était là depuis plus longtemps. Depuis ma retraite, peut-être même avant. Mécontente de quoi? De moi? De notre mariage? Pas directement. Elle cherchait ses mots. Plutôt, de moi-même. De ma vie. J'avais l'impression de disparaître. Que je ne faisais plus que remplir des rôles épouse, mère, grand-mère mais que je n'avais plus d'identité propre. Ces mots résonnaient en moi, un peu comme ce qu'avait dit Claudia. Ce que le docteur Weber avait sous-entendu. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je ne savais pas comment. Cela me paraissait tellement égoïste. Surtout après ta maladie. Tu avais tellement souffert, et je devais être reconnaissante pour ce que nous avions. Ne pas en demander plus. Alors tu as cherché ça dans une liaison? Elle secoua la tête. Non, ce n'était pas ça. Pas au début. Au début, c'était vraiment juste le soutien scolaire de Félix. Mais ensuite. Lucas était si différent. Il ne me voyait pas comme une grand-mère ou une femme au foyer. Il me voyait comme une femme. Comme une personne avec ses propres intérêts, ses propres désirs. Et moi, non. La question est sortie plus sèchement que je ne l'avais voulu. Si, mais... Elle soupira. C'est difficile à expliquer. Nous étions ensemble depuis si longtemps, si bien rodés. Nous savions tout l'un de l'autre ou du moins le pensions-nous. Il n'y avait plus de surprise, plus de découverte. Avec Lucas, tout était nouveau, excitant. Alors c'était l'excitation? Le frisson de l'interdit? En partie, oui, admit-elle. Mais c'était plus que ça. C'était le sentiment d'être à nouveau jeune, désirable. Surtout après ton opération, quand notre vie intime a changé. Ça y était. Le sujet que nous avions tous les deux évité. Tu aurais pu m'en parler, dis-je doucement. De tes besoins. Comment faire? Sa voix se brisa. Tu as tellement souffert, tu avais tellement honte. Je ne voulais pas te mettre encore plus de pression, ne pas te donner le sentiment que tu avais échoué. Alors je n'ai rien dit. Et puis le silence est devenu une habitude. Nous restâmes un moment en silence. Le café sur la table refroidissait, le gâteau restait intact. J'ai parlé à Lucas, dis-je finalement. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu as quoi? Quand? Avant mon départ pour Munich. Je ne sais pas ce que je voulais. Des réponses, peut-être. Ou le regarder en face. Et, comment c'était? Étonnamment civilisé. Il semblait, repentant. Pas à cause de la liaison en elle-même, mais à cause des circonstances. Il a dit que ça se serait terminé de toute façon. C'est vrai, dit-elle doucement. Il n'y avait pas d'avenir là-dedans. Pour aucun de nous. Est-ce qu'il t'a dit ça aussi? Ou est-ce ta propre conclusion? Elle hésita. Les deux. Il l'a laissé entendre, ces dernières semaines. Et moi, je le savais aussi. Au fond de moi, je savais que c'était une erreur. Une fuite de la réalité, pas une solution. Je pris une gorgée de café, maintenant tiède, plus pour gagner du temps que par soif. Helga, j'ai vu une thérapeute à Munich. Oh.
Elle semblait surprise, mais pas réfractaire. Oui. Le docteur Weber. Elle m'a aidé à voir certaines choses plus clairement. Sur moi-même, sur notre situation. Ça me fait plaisir, dit-elle prudemment. Une chose qu'elle a dite, c'est que nous traversons tous les deux des crises d'identité. Toi après ta retraite, moi après ma maladie. Nous avons essayé de gérer ça seul, au lieu de le faire ensemble. Elle hocha lentement la tête. Ça semble juste. Elle a aussi dit que le pardon est un processus. Pas un acte unique, mais quelque chose qui prend du temps. L'espoir brilla dans ses yeux. Ça veut dire que tu pourrais me pardonner? Un jour? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais je suis prêt à essayer. Avec l'aide d'un professionnel. La thérapie de couple? Oui. Si tu es toujours prête à ça. Bien sûr que oui. Elle se pencha en avant, comme si elle voulait prendre ma main, mais s'arrêta, incertaine de savoir si le geste serait bienvenu. Bernard, je ferai tout pour sauver notre mariage. Tout. Ce ne sera pas facile, prévins-je. Ce sera douloureux, pour nous deux. Nous allons devoir aborder des choses que nous avons longtemps évitées. Je sais. Mais j'y suis prête. Si tu le es. J'acquiesçai lentement. Je crois que oui. Mais j'ai aussi besoin d'espace. De temps pour moi. Bien sûr. Elle hésita. Tu vas habiter ici? Ou rester chez Thomas? La question planait entre nous. Pouvais-je vivre dans cette maison, dormir dans cette chambre, en sachant ce qui s'était passé? Je vais habiter ici, décidai-je. Mais dans la chambre d'amis, pour l'instant. Jusqu'à ce que nous voyions où ça nous mène. Elle hocha la tête, un mélange de soulagement et de tristesse dans le regard. Je comprends. Merci d'essayer au moins. 34 ans, dis-je doucement. On ne jette pas ça comme ça. Même quand on a été blessé. Elle déglutit difficilement, les larmes aux yeux. J'ai pris rendez-vous. Chez le docteur Lettner, une thérapeute de couple ici à Wiesbaden. Pour mardi prochain. Si cela te convient. Cela me convient. Nous restâmes assis en silence, tous deux épuisés par la conversation, par les émotions qu'elle avait libérées. Dehors, il commençait à pleuvoir, de légères gouttes tambourinaient contre les vitres. Je devrais monter mes affaires dans la chambre d'amis, dis-je finalement en me levant. Est-ce que je peux t'aider? Non, merci. Je peux me débrouiller. En montant l'escalier, je sentais le regard d'Elga dans mon dos. La distance entre nous était toujours là, la douleur encore vive. Mais il y avait aussi autre chose, un sentiment de possibilité délicat, fragile. Pas le pardon, pas encore. Mais peut-être le début d'un chemin vers lui. Dans la chambre d'amis, je déballai mon sac et m'assis sur le lit. C'était étrange d'être un invité dans sa propre maison. Mais c'était nécessaire, un espace neutre où je pouvais réfléchir sans penser constamment à Elga et Lucas dans notre lit. Mon téléphone vibra. Un message de Thomas, tout va bien, papa? Comment ça s'est passé? Je répondis, nous avons parlé. On va essayer la thérapie. Je reste à la maison, mais dans la chambre d'amis. Sa réponse fut immédiate, ça me semble être un bon premier pas. Je suis fier de toi. Fier. Un mot étrange d'un fils à son père. Mais cela semblait juste. J'avais pris une décision difficile, choisi une voie ardue. Ni l'échappatoire facile d'une séparation immédiate, ni le pardon aveugle sans analyse. Je posai le téléphone et m'approchai de la fenêtre. La pluie avait cessé, le soleil perçait à travers les nuages. Un arc-en-ciel s'étendait dans le ciel, un symbole d'espoir désuet, mais non moins puissant pour autant. Ce que nous tentions, était-ce de l'espoir ou de la folie? La thérapie aiderait-elle à guérir les blessures ou ne ferait-elle qu'allonger la souffrance? Je ne savais pas. Mais j'étais prêt à le découvrir. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Elga se tenait là, un sourire prudent sur les lèvres. Le dîner est prêt, si tu veux, dit-elle. Rien de spécial, juste une soupe. Merci. Je descends tout de suite. Elle acquiesça et partit. Je restai encore un moment à la fenêtre, à contempler l'arc-en-ciel qui s'estompait lentement. Puis je pris une profonde inspiration et la suivis en bas. Le premier soir de notre nouvelle cohabitation incertaine avait commencé.
Le cabinet du docteur Lettner se trouvait dans un immeuble moderne à la périphérie de la ville, loin des regards indiscrets ou des rencontres fortuites avec des connaissances. La thérapeute elle-même était une femme énergique d'une cinquantaine d'années, aux cheveux courts d'un rouge foncé et à la manière directe que j'appréciais immédiatement. Avant toute chose, dit-elle après nous être présentés, il est courageux de votre part d'être ici tous les deux. La thérapie de couple après une infidélité n'est pas un chemin facile. Cela exige de l'ouverture, de l'honnêteté et la volonté de se montrer vulnérable. Helga et moi étions assis côte à côte sur un petit canapé, ni trop près, ni trop ostensiblement éloignés. La semaine écoulée depuis mon retour avait été étrange, polie, prudente, comme deux personnes qui font connaissance, et non comme un couple avec 34 ans d'histoire commune. Lors des prochaines séances, nous examinerons différents aspects de votre relation, poursuivit le docteur Lettner. Non seulement l'aventure elle-même, mais aussi les circonstances qui y ont conduit. Les schémas de communication, les attentes, les besoins non exprimés. Elle se tourna directement vers moi. Bernard, comment vous sentez-vous aujourd'hui, à cet instant précis? La question me surprit. Je m'attendais à ce que nous commencions par le passé, pas par le présent. Incertain, répondis-je après une brève réflexion. D'un côté, je suis heureux que nous fassions cette démarche. D'un autre côté, je me demande si cela a encore un sens. Si la confiance peut être rétablie un jour. Le docteur Lettner acquiesça avec approbation. Une réponse très honnête. Et vous, Helga? Helga pliait et dépliait nerveusement ses mains. Reconnaissante. Anxieuse. Honteuse. Surtout honteuse d'avoir mis notre couple dans cette situation. La honte est une émotion puissante, dit le docteur Lettner. Mais elle peut aussi être paralysante. Dans notre travail ici, nous allons essayer de dépasser la honte, afin de comprendre et de guérir. La première séance fut principalement une prise de contact. Le docteur Lettner posa des questions sur l'histoire de notre relation, sur les hauts et les bas que nous avions traversés, sur nos attentes vis-à-vis de la thérapie. Elle expliqua ses méthodes et les règles de nos séances, honnêteté, respect, écoute sans interruption. Pour la semaine prochaine, j'aimerais que vous teniez tous les deux un journal, dit-elle en conclusion. Notez vos pensées, vos sentiments, vos observations. Non pas comme un rapport pour moi ou entre vous, mais comme un outil pour votre propre introspection. En quittant le cabinet, je me sentais étrangement soulagé. Pas parce que les problèmes étaient résolus au loin de là, mais parce que nous avions commencé quelque chose. Un premier pas sur un long chemin. Tu veux qu'on aille boire un café quelque part, demanda Helga avec précaution, alors que nous étions sur le parking. J'hésitais. Nous avions à peine passé du temps ensemble en dehors de la maison depuis mon retour. L'idée de nous asseoir dans un café, de jouer les couples normaux, me paraissait étrange. Pourquoi pas, finis-je par dire. Il fait beau. Nous trouvâmes un petit café à proximité, avec des tables à l'extérieur. C'était une douce journée de printemps, le soleil brillait chaudement, mais pas brûlant. Nous commandâmes du café et des gâteaux, puis restâmes assis en silence, incertains de quoi parler. Que penses-tu du docteur Lettner, demanda Helga finalement. Elle a l'air compétente. Directe. J'aime bien. Moi aussi. Helga touillait son café, bien qu'elle n'y ait pas ajouté de sucre. Bernard, je voulais te dire quelque chose. J'ai démissionné. Démissionné? Je fronçai les sourcils. Tu ne travailles plus. Je veux dire, j'ai arrêté les cours particuliers. Avec Félix. J'ai dit à Claudia qu'il devrait trouver un autre professeur. Ah. Cela ne me surprit pas, comment a-t-elle réagi? Avec compréhension. Elle n'a pas demandé pourquoi, mais je crois qu'elle se doutait de quelque chose. Je me contentais d'acquiescer. C'était une décision nécessaire, mais elle ne résolvait pas le problème de fond. J'ai aussi. Elle hésita. Je me suis inscrite à un cours à l'université populaire. Écriture créative. J'ai toujours voulu, enfin, écrire. Mais je ne l'ai jamais pris au sérieux. C'était en effet surprenant. Je ne savais pas que tu voulais écrire. Il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas, dit-elle doucement. Pas parce que tu ne posais pas de questions, mais parce que je ne le disais pas. J'ai gardé mes rêves et mes désirs pour moi, parce qu'ils me paraissaient sans importance. Par rapport à tout le reste. Ils ne devraient pas l'être, dis-je. Tes rêves sont importants, Helga. Elle esquissa un sourire hésitant.
Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous retombâmes dans le silence, mais il semblait moins tendu qu'avant. Je regardais Elga, ma femme depuis 34 ans, que je pensais connaître et pourtant je ne connaissais pas. Elle avait l'air différente des derniers mois. Moins apprêtée. Plus naturelle. Elle avait laissé ses cheveux retrouver leur couleur grise naturelle, au lieu de les teindre. Cela lui allait bien. Et toi, demanda-t-elle. As-tu des projets? Je pensais aux conversations avec le docteur Weber à Munich, au livre que j'avais lu. Je pense à recommencer à photographier. Comme avant. Ce serait merveilleux, dit-elle, et l'enthousiasme dans sa voix semblait sincère. Tu étais si doué pour ça. Tu te souviens du voyage en Irlande? Tes photos de paysages étaient époustouflantes. Tu t'en souviens? Le voyage remontait à près de 20 ans. Bien sûr. J'ai toujours la photo des falaises de Moé dans mon bureau. Celle avec le ciel dramatique et les vagues qui s'écrasent contre les falaises. Le fait qu'elle se souvienne, qu'elle ait gardé la photo, me toucha de manière inattendue. Peut-être y avait-il plus de liens entre nous que je ne l'avais cru ces dernières semaines. Peut-être qu'on pourrait. Elle s'interrompit, se mordit la lèvre. Non, oublie. Quoi? Je voulais dire, peut-être qu'on pourrait voyager à nouveau. Un jour. Si nous sommes prêts à le faire. Si tu es prêt à le faire. Mais c'est probablement trop demandé. J'y réfléchis. L'idée de voyager avec Elga, de découvrir ensemble de nouveaux endroits, me paraissait à la fois familière et étrange. Nous l'avions souvent fait, autrefois. Mais maintenant? Avec tout ce qui n'était pas dit entre nous? Peut-être, dis-je finalement. Un jour. Ce n'était pas une promesse, mais pas non plus un refus. Peut-être, prudent, qui laissait de la place à l'évolution. Dans les semaines qui suivirent, nous prîmes une nouvelle routine. Les séances de thérapie avec le docteur Leitner avaient lieu tous les mardis. Je tenais mon journal avec assiduité, notant mes pensées et mes sentiments, souvent contradictoires des moments d'espoir, suivis de vagues de colère ou de désespoir. Parfois, quand j'entendais Elga rire ou que je la voyais sans qu'elle s'en rende compte, je pouvais presque oublier ce qui s'était passé. Puis, le souvenir me revenait comme un coup de poing, et la distance entre nous semblait insurmontable. Lors de la 3e séance, le docteur Leitner nous suggéra de parler de notre intimité pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Beaucoup de couples, après une liaison, ont du mal à se laisser aller à nouveau à la proximité, expliqua-t-elle. Le partenaire trompé craint de nouvelles blessures, le partenaire infidèle craint le rejet ou se sent indigne. Je ne sais pas si je pourrais un jour. Je me suis interrompu, incapable de mettre mes pensées en mots. Il ne s'agit pas de rétablir immédiatement l'intimité physique, a dit doucement le docteur Leitner. Mais de faire de petits pas vers la proximité. Une promenade ensemble, une conversation sans distraction, un contact physique. Tu me manques, a dit soudain Elga, en s'adressant directement à moi. Pas seulement, physiquement. Nos conversations au dîner me manquent. La façon dont tu parles des livres que tu as lus. Ton rire quand tu joues avec les petits-enfants. La franchise de ces mots m'a surpris. Pendant les séances de thérapie, nous parlions surtout du passé, de l'affaire, de nos erreurs de communication. Rarement du présent, de ce que nous ressentions l'un pour l'autre maintenant. Tu me manques aussi, ai-je avoué. Parfois. Quand je me réveille le matin et que tu n'es pas là. Ou quand je lis quelque chose d'intéressant et que je n'ai personne avec qui en parler. Le docteur Leitner a acquiescé d'un air encourageant. Ce sont des prises de conscience importantes. Elles montrent que malgré tout, il existe encore un lien entre vous. Une base sur laquelle vous pouvez construire. Après cette séance, je me suis senti étrangement plus léger. L'aveu que Elga me manquait malgré tout ce qui s'était passé était libérateur. Cela ne signifiait pas que je lui avais pardonné ou que tout allait bien. Mais cela signifiait que tout n'était pas perdu. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Elga a proposé de cuisiner ensemble. Quelque chose que nous faisions souvent autrefois, mais plus depuis la découverte de l'affaire. Rien de compliqué, a-t-elle dit. Peut-être les pâtes aux champignons que tu as toujours aimées. J'ai hésité un bref instant. Pourquoi pas? C'était étrangement familier et pourtant nouveau, de se retrouver ensemble dans la cuisine, à couper des oignons, à nettoyer des champignons, à ouvrir le vin pour la cuisson. Nous nous déplacions prudemment l'un autour de l'autre, en veillant à ne pas nous toucher,
et pourtant il y avait une sorte de coordination silencieuse, qui venait de décennies d'habitude. J'ai téléphoné à Thomas, ai-je dit en Shanghai. Lui et sa nouvelle amie veulent venir dîner ce week-end. Oh. Helga semblait surprise. C'est bien. Je suis contente de faire sa connaissance. Elle s'appelle Nina. Professeur, comme lui. Elle a l'air gentille. T'a-t-il beaucoup parlé d'elle? Un peu. Ils ne sont ensemble que depuis peu de temps. Nous nous sommes lancés dans une conversation légère sur Thomas, sur ses relations passées, sur nos espoirs pour lui. C'était presque comme avant une conversation normale entre époux à propos de leurs enfants. Presque, mais pas tout à fait. L'ombre de ce qui s'était passé planait toujours entre nous. Alors que nous étions assis à table, les pattes devant nous, un verre de vin pour chacun, Helga a soudainement demandé, « Tu crois qu'on peut y arriver, Bernard ?» Vraiment? La question planait entre nous, lourde de sens. J'ai pris une gorgée de vin, j'ai réfléchi. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Parfois, je pense que oui. Quand nous sommes assis comme ça et que nous parlons, quand je vois à quel point tu fais des efforts. Et puis, alors les images reviennent. L'image de toi et de lui. Et alors, cela me semble impossible. Elle a acquiescé lentement, de la tristesse dans les yeux, mais aussi de la compréhension. J'aimerais pouvoir annuler cela. Pas seulement à cause de la douleur que je t'ai causée, mais aussi à cause du mensonge que c'était. Contre moi-même, contre nous. Que veux-tu dire? Ce n'était pas de l'amour, a-t-elle dit doucement. Pas même une vraie passion. C'était une fuite. La peur de vieillir, la peur de ne plus être désirable, le vide que je ressentais en moi. Mais cela n'a pas rempli le vide. Cela n'a fait que l'agrandir. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Pour la première fois depuis la découverte de l'affaire, j'avais l'impression de vraiment comprendre ce qui s'était passé en elle. Non pas pour excuser, mais pour comprendre. Je crois que nous avons tous les deux fait des erreurs, ai-je finalement dit. Pas les mêmes erreurs, pas aussi graves. Mais nous avons tous les deux cessé de communiquer. Cessé de vraiment nous regarder. Elle a acquiescé, les larmes aux yeux. Pouvons-nous recommencer? À communiquer, je veux dire. À nous regarder. J'ai pensé aux paroles du docteur Lettner sur les petits pas vers la proximité. Aux conversations avec le docteur Weber à Munich. À ce que j'avais écrit dans mon journal ces dernières semaines. Je pense que nous avons déjà commencé, ai-je dit. Ici, maintenant. C'est un début. Elle a souri à travers ses larmes, et je me suis soudainement souvenu du jour où je l'ai rencontrée, il y a près de 40 ans. Le même sourire, la même vulnérabilité et la même force à la fois. La femme dont j'étais tombé amoureux était toujours là, enfouie sous des couches de douleur, de trahison et de malentendus. J'ai tendu la main à travers la table, incertain de la façon dont ce geste serait reçu. Elle a hésité un instant seulement, puis a posé sa main dans la mienne. C'était le premier contact conscient et volontaire entre nous depuis la découverte de l'infidélité. Un nouveau départ, a-t-elle dit doucement. Un nouveau départ, ai-je confirmé. Dehors, la pluie commençait à tomber, un doux tambourinement contre les fenêtres. Mais à l'intérieur, dans notre salle à manger, nos mains liées au-dessus de la table, j'ai ressenti pour la première fois depuis longtemps une forme d'espoir. Pas l'espoir naïf que tout redevienne comme avant, c'était impossible. Mais l'espoir plus réaliste, plus mûr, que nous pourrions construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui repose sur la vérité, la compréhension mutuelle et une décision consciente. Le chemin devant nous était encore long et incertain. Il y aurait d'autres conversations difficiles, d'autres moments de doute et de douleur. Mais à cet instant précis, avec la main d'Helga dans la mienne, je savais que j'étais prêt à emprunter ce chemin. Pas après pas, jour après jour. Un nouveau départ. Non pas la fin de notre histoire, mais le début d'un nouveau chapitre.